bienvenue au Forum Radio J. Vous êtes l'invité Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. Guerre en Ukraine, crise de l'énergie, enjeux climatiques, valeurs travail. La NUPES était à l'unisson sur ces dossiers, puis aussi sur quelques autres. Et quid de la réforme des retraites? Votre combat n'est-il pas désormais perdu? Comment entendez-vous en tout cas rebondir sur le terrain social, sur le terrain sociétal ou sur celui de l'écologie? Puis, tant pour les européennes que pour la présidentielle, quel avenir pour la NUPES, unie ou divisée? Mais pour commencer, Sandrine Rousseau, le maintien de la note de la France vendredi par l'agence de notation Standard & Poor's. Une bonne nouvelle, un signe de confiance, un blanc-seing ou une incitation au relâchement? Non mais on voit au nom de quoi on fait toutes les politiques publiques qui durcissent les conditions pour les personnes qui travaillent, les personnes les plus exposées aux risques professionnels et pour les chômeurs, pour les personnes qui détiennent le RSA. En fait, on voit pourquoi on le fait. C'est-à-dire pour une note. Pour une note sur un marché financier. Et d'ailleurs... pour une note ou pour les riches? Les deux. Hein? Les deux, parce que pourquoi on fait une dette? Mais pourquoi cette dette est-elle si importante? Parce qu'une dette est avant tout une construction sociale. C'est-à-dire qu'on pourrait passer par l'impôt, par exemple, pour financer les politiques publiques. Si on ne passe pas par l'impôt, et Emmanuel Macron a considérablement diminué les impôts. Et donc, il a annoncé 2 milliards de baisse d'impôts pour les classes moyennes. Et la dette, c'est une manière d'enrichir les plus riches, puisque en fait, ils détiennent des obligations qui leur rapportent des choses. Mais surtout, ce qui me fascine, c'est que Gabriel Attal a dit on ne va pas pouvoir financer la transition écologique maintenant parce qu'il va falloir attendre de se désendetter. Et en fait, c'est là qu'on est au cœur du problème. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est le plus important? Une dette ou la préservation de nos conditions de vie sur Terre? Il y a des règles qu'il faut respecter au niveau européen. Oui, mais enfin, le jour où on n'arrivera plus à vivre sur Terre, on aura beau avoir respecté les règles européennes ou les règles des marchés financiers, à la fin, on n'y arrivera pas. Sur cette note, donc, c'est pas une bonne nouvelle pour vous? Non, c'est pas une bonne nouvelle. Et en plus, vraiment, pour avoir une note comme ça, en fait, c'est nous mettre tout le peuple français sous le joug de critères qui sont des critères de marché financier. Et moi, j'en ai marre de ça, je n'en veux plus. Je pense que les gens crèvent littéralement de cela, y compris au travail. Et maintenant, il nous faudrait une politique qui prenne soin de la planète, qui prenne soin de nous, et qu'enfin on taxe les riches. Enfin, on taxe les entreprises qui font des super profits, qu'enfin on rétablisse un tout petit peu de justice. Ça, bizarrement, Standard & Poor's ne l'a pas demandé. Oui, parce qu'il demande d'aller encore plus loin dans les réformes. Exactement. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire on taxe les riches? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'il faut aller dans le sens que préconise Pisani-Ferry dans son rapport? Alors, Pisani-Ferry propose une taxe exceptionnelle sur le patrimoine. Il a absolument raison. Absolument raison. Je rappelle que pour que les gens aient un peu conscience des inégalités de patrimoine... La transition écologique. Oui. Pour qu'on ait un peu conscience des inégalités de patrimoine, quand on regarde les inégalités de salaire entre les 10% qui gagnent le moins et les 10% qui gagnent le plus, on est à peu près dans un rapport de 1 à 5. Sur le patrimoine, on est dans un rapport de 1 à 126. De 1 à 126. Donc maintenant, on doit taxer le patrimoine. Il y a une accumulation du patrimoine qui met en danger la cohésion sociale. Et par ailleurs, on a besoin de ressources financières. On doit taxer le patrimoine à quel niveau? Ça, il faut qu'on en discute, mais il faut qu'on taxe le patrimoine. Et particulièrement au moment des transmissions. Pardon, mais le stock de patrimoine aujourd'hui n'est plus du tout taxé. Donc ça veut dire qu'il faut revoir les règles de transmission, les règles d'héritage, augmenter les taxations? Exactement. Et qu'il faut aussi qu'on finance aussi le stock de patrimoine. Parce que là, aujourd'hui, la disparition de l'impôt sur la fortune, qui était tout à fait discutable, parce que c'était pas un impôt complètement efficace, etc. Mais cet impôt sur le patrimoine doit revenir. Et à quelle hauteur? Il faut que les plus hauts patrimoines soient taxés à hauteur de ce que proposé par exemple François Mitterrand, il y a 80%. Ouais, mais alors justement, l'impôt sur la fortune, officiellement, il n'existe plus, mais il existe pour le patrimoine. En tout cas pour immobilier, avec une exonération sur la résidence principale, avec une exonération de plein de manières sur le patrimoine que l'on peut posséder. Enfin, je veux dire, là aujourd'hui, on n'est pas... il nous faut vraiment ça, parce qu'en fait, il nous faut trouver des ressources pour financer la transition écologique, la transformation écologique. Ça, plus le principe pollueur-payeur, et pour les entreprises en particulier, il est anormal, et je le dis, il est anormal qu'aujourd'hui, une entreprise comme Total ne soit pas taxée lourdement pour ce qu'elle fait de mal à la planète et à l'humanité. On ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. L'exécutif, la première ministre, le président ont demandé à chaque ministère une coupe budgétaire de 5% dans leur budget. Est-ce que c'est une bonne approche? Ça, c'est la conséquence des notes
Voilà. Donc on a une bonne note et on a moins de budget. On a une bonne note, on a moins de services publics. On a une bonne note, on a moins de services sociaux. Et moins 5%, ça va faire extrêmement mal parce qu'il y a de l'inflation et parce que quand on coupe dans les budgets comme ça, on coupe sur le fonctionnement en général, c'est-à-dire sur tout ce qui est aide aux associations, aide aux acteurs, salaire, personnel. Et donc c'est une coupe à blanc en fait. Et ça va être extrêmement douloureux. Et par ailleurs, je rappelle qu'on a mis plus de 400 millions d'euros, on vient de voter plus de 400 milliards d'euros, sur une loi de programmation militaire. Donc en fait, c'est une conséquence quelque part aussi de ce qui se passe en Ukraine. Enfin, on était déjà le 6e budget mondial de l'armée en France. Donc je veux dire, on n'a pas... 413 milliards, c'est beaucoup, c'est énorme. Et ça, plus... un retour à l'orthodoxie budgétaire, c'est-à-dire retrouver un déficit budgétaire de 3%, ça veut dire vraiment qu'on va couper dans le budget des écoles, qu'on va couper dans le budget des hôpitaux. Les hôpitaux sont aujourd'hui au bord de l'asphyxie, au bord de la chute. Enfin, tellement... C'est pas ce que prévoit le gouvernement pour le budget 2024. On va voir parce que c'est impossible d'avoir et cette loi de programmation militaire et les engagements que Emmanuel Macron et Bruno Le Maire disent partout. Bruno Le Maire a dit qu'il serait garant de l'orthodoxie budgétaire et qu'il serait garant... Il dit l'austérité serait une erreur aussi. Oui, mais enfin, il dit quand même qu'il sera garant du retour à 3%. Donc ça veut dire que de toute façon, il va falloir couper dans les dépenses. Où est-ce qu'on va couper ? C'est obligatoirement dans les services publics, obligatoirement. Et donc c'est ça le projet que l'on dessine pour la France, c'est moins de services publics, plus de marchés financiers, à un moment où on aurait besoin d'exactement l'inverse. Alors pour revenir au maintien de la note de la France par l'agence Standard & Poor's, est-ce que ce n'est pas quelque part, vous en parliez au début de cette émission, la confirmation, vous en parlez mais pas forcément dans le sens, que la réforme des retraites a été une bonne chose, une bonne décision, un bon choix ? Ah non. Non, ça veut dire que selon les critères des agences de notation, nous devrions avoir moins de protection sociale en France, oui. Ouais. Au nom de la santé, au nom du système social original et unique que nous avons dessiné, nous devrions en avoir plus. Et au nom de la question écologique, nous devrions avoir plus de protection sociale. Parce qu'en fait, elle nous impose de réfléchir autrement, cette crise écologique. Je rappelle quand même qu'on est face à un défi majeur. Il s'agit de nos conditions de vie. Il s'agit de la possibilité de continuer ou non à vivre sur Terre. Il faut que les gens mesurent quand même. Face à cela, nous avons besoin d'investissement. Mais face à cela, nous avons aussi besoin de protection sociale. Avec cette question, de quoi avons-nous absolument besoin ? On a besoin d'eau, on a besoin de santé, on a besoin de culture, d'éducation. On n'a pas besoin de plastique, on n'a pas besoin d'entreprises polluantes. Non, on n'a pas besoin de nucléaire. Voilà. C'est une question qui se pose. Et donc, là, en fait, on devrait mettre aujourd'hui tous les euros que nous dépensons au titre des politiques publiques devraient être mises soit à l'adaptation, soit à la diminution des émissions de carbone. Parce qu'en fait, c'est ça l'urgence aujourd'hui. Et on fait tout l'inverse. Tout l'inverse. On continue à aller dans un système productiviste de croissance à tout prix sans s'interroger sur les conséquences de cette croissance. Et vraiment, je ne sais plus comment le dire, mais aujourd'hui, Emmanuel Macron, avec son idéologie libérale, nous met en danger. Mais pas en petit danger, en énorme danger. Ça veut dire quoi en énorme danger ? Il met en danger l'humanité en continuant... L'humanité ou la France ? La France et l'humanité, les deux, en continuant un système productiviste. Ça veut dire que c'est un danger public, Emmanuel Macron ? C'est un danger, en tous les cas, pour notre avenir, oui. Et aujourd'hui, je pense que vraiment... il restera dans l'histoire comme celui qui n'a pas compris la crise écologique. Alors, on poursuit. Puisqu'on parlait de la réforme des retraites, la contestation contre la réforme des retraites à laquelle vous avez participé depuis le mois d'octobre touche à sa fin avec vraisemblablement la dernière journée d'action mardi, avant le débat autour de la proposition de loi du groupe Lyot qui voulait initialement abroger la réforme. Quel bilan vous faites de cette séquence réforme des retraites, contestation de la réforme des retraites ? Mais c'est une contestation unique dans l'histoire. Depuis 1968, nous n'avions pas eu autant de personnes aussi longtemps. Nous n'avions pas eu une telle union syndicale qui n'a jamais montré de défaillance. Et donc, en fait, il s'est passé quelque chose de l'ordre de l'union d'un peuple vers un autre projet. Ce projet étant de remettre le travail à sa place, à sa juste place, et que toute la vie... Et vous parlez du droit à la paresse, hein ? Oui, toute notre vie ne se résume pas au travail. Et en fait, oui, je parle de droit à la paresse. Pourquoi je parle de droit à la paresse ? Parce que
aujourd'hui, il y en a qui ont le droit à la paresse. Ce sont les personnes qui Vous voulez dire, sont ce sont les rentières. rentiers, hein, Ce c'est sont ça les rentiers, les plus riches, qui ont le droit à des vacances, qui ont le droit à des RTT. Quand les plus pauvres, eux, il faut bien comprendre quelles sont les conditions de travail d'une partie de la population aujourd'hui. Ils commencent très tôt le matin, des fois à 6h, 7h du matin, et finissent à 23h. Je pense par exemple au service à la personne, je pense au service du nettoyage, où en fait, à la fin de la journée, ils ont une amplitude horaire de près de 12 heures de travail. Et pour autant, ils n'ont pas travaillé les 8 heures nécessaires parce que c'est ce qu'on appelle des emplois du temps à trous. Et voilà. Mais en fait, ces gens-là ont donné leur vie au travail, leur corps au travail, puisqu'ils ont mal et ils ont des troubles musculo-squelettiques. Et aujourd'hui, on a une question en France de qualité du travail, autant sur les horaires que sur la qualité du travail. Et nombre de personnes cherchent à démissionner, nombre de personnes cherchent à se reconvertir, nombre de personnes se questionnent sur le sens de leur travail. Je crois que nous sommes dans quelque chose de l'ordre d'une évolution de société qui est majeure et dont on ne perçoit pas encore complètement les implications, qui est que les gens ne veulent pas travailler ni pour rien, ni pour quelque chose qui fait mal, en fait. Et ça nécessite de réhabiliter le travail, les conditions de travail, mais ça nécessite aussi de diminuer le temps de travail. Et il nous faut revenir à des questionnements sur la semaine de 4 jours, sur la diminution du temps de travail tout au long de la vie. Et ça n'est pas en produisant toujours 4 jours, 32 heures. Bien sûr. Ça n'est pas en Après, produisant toujours. Comment on finance. Oui, mais on trouve, quand il s'agit de financer la programmation militaire, on trouve. Quand il s'agit de diminuer les impôts, les 2 milliards, on les trouve. Quand il s'agit de diminuer la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, on trouve. Donc on trouve quand on a la volonté politique de le faire. Aujourd'hui, on doit travailler moins parce que ça participe d'un projet de société où on se fait du bien, on se protège et on protège la planète. On revient à la proposition de loi du groupe Lyot. La majorité argue de son irrecevabilité financière pour empêcher le vote de la proposition du groupe Lyot, la proposition de loi visant donc à abroger la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et comment vous pensez que ça va se terminer, cette histoire ? Déjà, je voudrais revenir un peu sur ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée nationale. Parce que les gens des affaires sociales. Hein. Oui, les gens n'ont pas forcément compris ce qui se passait. Mais en fait, il s'est passé un précédent qui est un précédent potentiellement grave pour l'avenir de notre démocratie. Et je voudrais le poser parce que, évidemment, il y a des éléments de langage qui sont dits par les ministres, par les députés Renaissance, qui brouillent le message. Mais ce qui s'est passé, c'est la première fois que ça s'est passé comme ça à l'Assemblée nationale, il y a eu une interdiction pour l'opposition de déposer des amendements, d'étudier les amendements que nous avions déposés. Il y a eu 3853 sous-amendements. Peu importe, ça fait partie... qui visaient à faire de l'obstruction dans le cadre de ce débat. Mais ça fait partie des droits de l'opposition. En fait, au Parlement, déjà le Parlement en France a très peu de droits. Mais l'opposition au sein du Parlement, on a encore moins. Donc en fait, on a très peu d'espace, de technique à notre disposition pour essayer de contrer un projet dont on pense qu'il est néfaste pour la France, et là, en l'occurrence, la réforme des retraites. Eh bien, le droit de déposer des amendements, des sous-amendements, fait partie de ce droit de l'opposition, de ces maigres droits de l'opposition. Aujourd'hui, cette semaine, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a interdit d'étudier les sous-amendements et on nous a du coup, de fait, interdit d'en déposer. C'est un précédent. C'est un précédent. Et je voudrais le poser avec toute la gravité que ça nécessite. C'est un précédent grave pour notre démocratie. Le jour où le Rassemblement national arrivera au pouvoir, s'il arrive au pouvoir, eh bien, il pourra s'appuyer sur cette jurisprudence en disant « mais non, l'opposition ne peut plus déposer d'amendements ». Oui, les amendements, ça permet de gagner du temps, ça permet de gérer le temps. Oui, ça ne plaît pas à ceux qui présentent les textes. Très bien, ça fait partie du droit du Parlement. Est-ce que vous dites, comme Mathilde Panot, que les députés Renaissance sont des mafieux ? C'est l'un des termes qui a été utilisé pendant cette séance. Je dis que les députés Renaissance ont franchi une ligne rouge. Et qu'en fait, on ne franchit pas des lignes rouges de manière comme ça, sans conséquence. Et que ça aura des conséquences. Mais vous n'utilisez pas le terme mafieux. Ouais, je vous entends. Mais parce que Mathilde Panot a son style, que j'ai mon style. Mais au fond, on est d'accord sur la même chose. C'est-à-dire que là, il y a une ligne rouge qui a été franchie. Et que ce qui s'est passé au Parlement est grave sur le moment, mais surtout est grave pour l'avenir de notre démocratie. Il y a eu un vote, donc l'article 1 a été supprimé, donc il n'y a pas
Et on va pouvoir le redéposer en hémicycle. Vous allez pouvoir les redéposer en hémicycle, mais l'épilogue de la séquence réforme des retraites est proche. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, va dégainer en début de semaine, lundi ou mardi, ou plus tard mercredi, l'article 40 de la Constitution pour retoquer les amendements au texte du groupe Lyot visant à abroger la retraite à 64 ans. Du coup, les chances de voir débattu cet amendement dans l'hémicycle sont très minces. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que je ferai tout, et nous ferons tout à la NUPES, tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter que ce texte soit supprimé. Et c'est quoi tout ce qui est en votre pouvoir ? Tout ce qui est en notre pouvoir. Et qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Je vais pas dévoiler tout ce qu'on va faire, mais tout ce qui est en notre pouvoir, parce que nous sommes la voix de ce peuple qui s'est levé et qui a manifesté dans la rue, qui ne veut pas, qui a mal, et qui ne veut plus de ce modèle-là. Donc, qui ne veut pas de libéralisme, qui ne veut pas que l'économie prime sur nos besoins essentiels de vie, sur notre qualité de vie. Nous sommes la voix de ces gens-là. Nous avons été élus au suffrage universel pour porter cette voix. Et donc, nous la porterons au sein de l'hémicycle. Et je peux vous dire que jeudi sera une séance qui va être extrêmement dure parce que si la Macronie veut passer en force, alors nous montrons la voie. Parce qu'il n'est pas possible... Extrêmement dur, ça veut dire quoi ? Ça n'est pas possible que la Macronie utilise le Parlement comme... quelque chose d'accessoire dans la démocratie, quelque chose de... Même si la Constitution et le règlement de l'Assemblée sont respectés. Ce règlement 40 où l'article 40 où la présidente passe par-dessus le président de la Commission des Finances. Je rappelle quand même qu'il n'a quasiment jamais été utilisé sous la Ve République. Je crois même qu'il ne l'a jamais été. Bien. Donc en fait, à quel moment va-t-on chercher des articles qui n'ont jamais été utilisés dans la Constitution ? À quel moment faisons-nous des exceptions à l'esprit de notre Constitution pour imposer une réforme dont historiquement les Français et Françaises n'ont pas voulu ? Et pourtant, les Français n'ont pas voulu, mais la bataille, vous l'avez perdue. Oui, les marchés financiers la veulent, les Français ne le veulent pas. Eh bien, nous serons du côté des Français, pas du côté des marchés financiers. C'est comme une défaite pour vous. Pas encore. Et je peux vous dire que jeudi, nous mènerons la bataille. Et que j'invite tous les Français et Françaises à se mobiliser le plus possible le 6. Je sais qu'ils en ont marre. Je sais qu'ils ont l'impression que cela ne sert à rien. Mais j'alerte vraiment tout le monde pour dire que quand une colère sociale de cette ampleur-là ne donne pas de débouché politique, n'est pas entendue, n'est pas reçue, n'est pas considérée à hauteur de ce qu'elle est, eh bien, ça se transforme d'une manière ou d'une autre. Et que la prochaine fois, il ne sera pas surprenant de voir que le niveau de violence progresse. Parce qu'en fait, mais oui, à partir du moment où il n'y a pas d'écoute, à partir du moment où il n'y a pas d'écoute, à partir du moment où il n'y a pas de respect de cette parole, les gens qui ont manifesté ont pour l'essentiel été extrêmement respectueux. Et ils ont marché, ils ont juste dit qu'ils voulaient que leurs droits soient respectés, que leur corps soit respecté, que la dignité soit respectée. Dans la mesure où ça n'est pas entendu, où il y a derrière, en phase 2, une espèce de rouleau compresseur. À partir du moment où il y a cela, alors forcément la colère va prendre une autre forme. Et forcément, la violence va progresser. Mais de quelle manière la violence ? Eh bien, je ne sais pas. Moi, je ne vais pas Violence contre les élus, violence contre qui ? Contre quoi ? C'est ça. C'est la question. C'est la révolution ? C'est la question. Et à quel moment considère-t-on que la violence met en danger la cohésion sociale ? Je rappelle quand même que dans aucun autre pays, il aurait pu y avoir autant de manifestants aussi longtemps sans que jamais il n'ait été reçu ni par l'Élysée ni par Matignon. C'est scandaleux. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Au moins, recevoir l'intersyndicale. Ce qui a été fait. Non, pas pendant les manifestations. Non, pas sur les retraites. Ça veut dire, est-ce que c'est la rue qui doit avoir raison sur les élus, sur la démocratie, le Parlement ? La démocratie, c'est que nous avons un mandat de représentation. Nous ne sommes pas tout puissants face aux gens qui nous ont donné mandat. Et par ailleurs, je rappelle que le seul véritable mandat qu'a eu Emmanuel Macron, c'est de faire baisser le Rassemblement national et de faire barrage au Rassemblement national. Il fait exactement l'inverse. À quel moment notre niveau d'arrogance et de confiance en nous est tel que nous imaginons ne pas avoir de mandat ? C'est ça que fait Emmanuel Macron. Quand vous dites la violence va augmenter, vous souhaitez que ça se termine en... Non, je dis que c'est inévitable. Je dis que c'est inévitable. Aujourd'hui, je pense que c'est inévitable. Et ça veut dire, précisément, ça pourrait prendre quelle forme ?
Mais je ne sais pas. Moi, je ne vais pas faire partie de ceux qui sont dans la violence. Mais je vous dis, c'est inévitable. La manière dont a été géré ce conflit, il est inévitable que ça, d'une manière ou d'une autre, il y ait une résurgence de violence. Dès mardi dans les rues, dans les manifestations? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Et alors, bon, on va arriver à la fin de cette séquence. Ça va se terminer par une défaite des syndicats, de la NUPES et du Rassemblement national qui est aussi avec vous contre cette réforme des retraites. Comment vous vivez cette défaite? Mais déjà, la défaite n'est pas actée tant que la bataille n'est pas terminée. Et je suis du genre à jouer tous les points jusqu'au dernier. Et donc, il n'est pas question d'acter une défaite à ce stade. Après, ce que je dis, c'est que les Renaissance, le gouvernement, Macron, sont prêts à tout pour ne pas perdre la face, y compris à tordre l'esprit de la Constitution, y compris à aller au-delà de ce qui est autorisé par la Constitution, qui s'appelle le droit d'interdire le droit d'amendement. Je le dis, quand on est dans une telle arrogance, quand on est dans un tel bras de fer avec son propre peuple, on est dans une attitude d'un dirigeant d'entreprise qui aurait un plan social à faire. On n'est pas dans une attitude de gouvernant. Emmanuel Macron doit gouverner. Il n'est pas le DRH, présider, oui, mais il n'est pas le DRH de la France. Il a un mandat. Il est représentant démocratique et il doit présider, et Emmanuel Borne doit gouverner et non pas diriger. Ça veut dire qu'il est plus légitime ? Ça veut dire que son ego est en train de menacer sa légitimité. Oui. Menacer sa légitimité, ça veut dire quoi ? Ça doit se terminer. Vous pensez que ce quinquennat doit se terminer rapidement ? Je pense que ce quinquennat restera dans l'histoire comme le quinquennat qui aura tellement mis en danger la cohésion de la France qu'à la fin, ça aurait été le quinquennat de tous les dangers pour la France. On revient sur cette séquence de la semaine prochaine. Manifestation, journée d'action le 6, proposition de loi du groupe Lyot le 8. A priori, ça va se terminer par un rejet de cette proposition de loi. Qu'est-ce qui se passe après ? Mais je vous trouve bien pessimiste. Je constate les choses. Ben non. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait de rejet. Et après, il faudra imaginer toutes les mesures que l'on pourra prendre après. Mais de toute façon, il y aura d'autres niches parlementaires. Est-ce qu'il peut y avoir une motion de censure ? Bien sûr que ça fait partie des options qui sont ouvertes. Donc, dès la semaine prochaine ? Ça fait partie des options qui sont ouvertes. Motion de censure, hein ? Ouais. Mais moi, je veux d'abord gagner la bataille de jeudi. Mais si elle est perdue... on verra, mais pour l'instant, on va la gagner. Voilà. Bon, si elle est perdue. Et alors, vous dites qu'il peut y avoir d'autres niches parlementaires. Ça veut dire que cette proposition de loi pourrait être représentée dans le cadre d'une autre niche ? Bien sûr. Et quand ? Mais dans toutes les niches qui vont se présenter, je pense, le PS, je crois, a déjà déposé quelque chose, me semble-t-il. Et on va regarder niche après niche. Et cette bataille continuera. Et de toute façon... Et quand vous dites que cette bataille continuera, ça veut dire que vous actez la défaite ? Ah non. Ah non. Non. Non, parce que je pense que je pense vraiment que jeudi quelque chose peut s'ouvrir, mais je pense que derrière il y a le Sénat et qu'il y aura la CMP et que voilà, c'est une bataille qui va être au long cours, mais nous serons là pour la mener. Et je dois dire d'ailleurs que je suis très heureuse, parce que je le pose ici, je suis très heureuse de pouvoir mener cette bataille au sein de la NUPES, parce que la NUPES fait partie de ces discussions où on se dit est-ce qu'elle va tenir, est-ce qu'elle ne va pas tenir, et là je peux vous dire que ça donne une puissance et une force à ce combat que je n'ai jamais rencontré. Au sein de la NUPES, avec l'appui du Rassemblement national, ça ne vous gêne pas quelque part ? Mais il n'y a pas d'appui du Rassemblement national. Qui votent avec vous. Ça, ils votent ce qu'ils veulent, mais il n'y a pas d'appui du Rassemblement national. Et ça, je peux vous dire qu'il y a même une absence du Rassemblement national qui pose beaucoup de questions. Et pourquoi je vous parle du Rassemblement national ? C'est pour revenir à la polémique de la semaine qui a débuté ici dimanche dernier avec les déclarations d'Elisabeth Borne qui a expliqué, qui a affirmé que le RN était l'héritier de Pétain. Elle a raison ou pas ? Bien sûr qu'elle a raison. Comment vous le dites avec vos mots, avec vos termes, avec vos explications ? Mais le Rassemblement national est un parti qui a été fondé par d'anciens SS, d'anciens collaborationnistes, des gens qui étaient pour l'Algérie française. Enfin, je veux dire, mais d'ailleurs, c'est toute la bataille qui est actuellement sur la place politique. C'est-à-dire que le RN... essaye de se trouver une vitrine et de faire oublier d'où il vient. C'est ce que disait Elisabeth Borne ici même. Mais bien sûr, il vient de là.
Il vient des heures sombres, il vient de la fange de la France. Il vient de la fange de la France, ce parti. Au nom de quoi estime-t-on qu'on doit parler avec lui? Au nom de quoi estime-t-on que c'est un parti comme les autres? Au nom de quoi estime-t-on que ses électeurs... Et alors, au nom de quoi on accepte ses voix à l'Assemblée nationale? Mais on n'a rien à accepter, mais on n'a rien à accepter ou à refuser. Je veux dire, on ne va pas interdire. Moi, je ne peux pas tenir la main des gens du Rassemblement national comme ça. Mais moi, je n'ai jamais... Mais bien sûr qu'on ne veut pas de leur voix. Jamais on ne veut pas de leur texte, on ne veut pas de leur voix, on ne veut pas de leurs amendements. Il y a des ministres du gouvernement qui ont jugé acceptable des amendements venant du Rassemblement national. Il y a des députés de Renaissance qui ont mis un bulletin Rassemblement national pour qu'il y ait des vice-présidents Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Si ça, c'est pas de la banalisation de quelque chose qui vient de la fange, nous n'avons jamais fait ça. Moi, j'ai les mains propres là-dessus. Je n'ai jamais mis un bulletin Rassemblement national. Je n'ai jamais voté pour le moindre amendement du Rassemblement national. Donc ça suffit sur les leçons vis-à-vis du Rassemblement national. Et c'est pas moi qui vous les donne, c'est une question que je vous pose. Au passage, un rapport parlementaire sur les ingérences étrangères de l'Assemblée nationale pointe les liens du Rassemblement national avec la Russie. Le parti de Marine Le Pen y est décrit comme la courroie de transmission efficace de propagande russe, et il affirme, ce rapport, que sur la Crimée, Marine Le Pen avait repris mot pour mot les éléments de langage officiel du régime de Poutine, au moment même où elle demandait un prêt, c'était en 2014, d'une banque tchéco-russe, pour son parti. Le Front National a-t-il ainsi été le parti de l'étranger, en l'occurrence la Russie? Le Rassemblement national d'aujourd'hui, donc, est-il le parti de Poutine? Le Rassemblement national est la courroie de transmission de la déstabilisation de la France que veut Poutine, oui. Oui. Donc, parce qu'en fait, en acceptant, il faut bien comprendre la situation, c'est qu'en 2014, il y a le fameux référendum en Crimée, dont je rappelle qu'il a été fait dans des conditions d'une rapidité extrême après le renversement d'un parlement quand même, du parlement de Crimée. Bien. Donc, Marine Le Pen, qui se veut femme politique, ne peut pas ignorer les conditions démocratiques ou non démocratiques dans lesquelles ce référendum se déroule. Aujourd'hui encore, elle dit que le peuple s'est autodéterminé en omettant que le Parlement a été renversé. Bien. Donc, on a Marine Le Pen qui reprend les éléments de langage de Poutine, qui accepte son prêt. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... il n'y a pas juste l'acceptation d'argent pour une campagne électorale, ce qu'elle essaye de faire croire. Vladimir Poutine a eu une politique de financement systématique des partis d'extrême droite, et l'Europe fait partie... Quelque part des partis frères ? Exactement, des partis frères en Europe, et Vladimir Poutine a ciblé particulièrement l'Europe, même s'il y en a eu partout dans le monde, en Amérique latine, en Moyen-Orient, partout. Et donc elle savait, en tant que dirigeante politique, elle savait qu'en acceptant cet argent, ça n'était pas juste de l'argent qu'elle acceptait, mais qu'elle devenait la courroie de transmission d'une personne qui voulait déstabiliser non seulement l'Europe, mais aussi la France. C'est au-delà de l'argent sale, c'est une déstabilisation des valeurs de la France. Il faut que pas Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Il faut que Marine Le Pen réponde de cela devant la justice. Devant la justice. Oui, devant la justice. Donc ça veut dire que cette commission parlementaire doit déboucher sur un article 40, et donc ensuite sur une saisine de la justice. Bien sûr. Et l'article 40, qui peut activer l'article 40 ? Ah ben n'importe quel député. Mais justement, c'est pour ça que je vous pose. Vous êtes député. Est-ce que vous allez... Mais j'ai vu qu'il y avait déjà 2 députés qui s'interrogeaient sur le fait de le faire. Eh bien, s'il y a un article 40, je m'associerai à cette démarche. Marine Le Pen, en tout cas, elle dénonce les conclusions, les accusations de ce rapport. Vous croyez donc plus les détracteurs de Marine Le Pen qu'elle-même ? Non, je crois le rapport, moi. En fait. Non, mais je crois le rapport. Ouais. Non, mais il y a un rapport parlementaire, il faut bien comprendre dans les conditions dans lesquelles ça se fait. Et par ailleurs, je ne crois jamais Marine Le Pen. Enfin, je veux dire... Mais c'est une question que je vous pose. D'aucune manière. Et alors, on parle de Poutine. Reste que le camp des pro-Poutine ne faiblit pas, aussi bien l'extrême droite qu'à la NUPES, et notamment à LFI, à travers une position à géométrie variable depuis le début de la guerre d'Ukraine de Jean-Luc Mélenchon, qui un jour a accusé l'OTAN, un autre Poutine, et le suivant Zelensky. Et puis il y a aussi Ségolène Royal, qui a mis en doute certains crimes de guerre de la Russie en Ukraine, comme ceux de la maternité de Mariupol ou les massacres de Boutcha. Est-ce que c'est pas quelque part des alliés encombrants pour vous ? Parce que vous, c'est pas du tout ça, votre optique.
Ah non, moi, mon optique, c'est clairement de dévoiler le projet qu'a Poutine de notre destruction. Enfin, il n'y a même pas de doute, en fait. Cette déclaration ambiguë de Mélenchon et de LFI sur je pense qu'il y avait un sujet autour de l'OTAN, parce que LFI est très sceptique sur la capacité et sur l'intérêt d'être dans l'Alliance Atlantique. Bien, je pense que maintenant, l'intérêt de l'Alliance Atlantique a quand même un peu varié avec l'attaque de l'Ukraine. Mais ceci dit, il y a quand même un sujet... Vous êtes favorable à l'OTAN ou pas ? Nous sommes dans l'OTAN et aujourd'hui, force est de constater que c'est quand même pas mal que nous y soyons. Ah, quand même. Oui, parce que vu ce qui se profile, c'est quand même pas mal que nous y soyons. Par contre, il y a quelque chose autour de la défense européenne. Et ça, aujourd'hui, nous devons vraiment mettre en œuvre une défense européenne. Et ce sera peut-être au centre de la campagne européenne. Et ce que je regrette dans la loi de programmation militaire, c'est qu'il y ait des espèces d'engagements oraux sur le fait que ces milliards investis iraient dans une défense européenne. Mais en fait, il n'y a pas d'engagement factuel. Et nous avons absolument besoin que, non pas nous ayons une défense nationale renforcée, mais une défense européenne. Mais alors, sur les déclarations parfois ambiguës, et d'autres très, très affirmatives, donc ambiguës de Mélenchon, affirmatives de Ségolène Royal, par rapport à Poutine. Mais il n'y a pas d'ambiguïté à avoir vis-à-vis de Poutine. Non, mais manière. Vous constatez cette ambiguïté de la part de Mélenchon ? Mais je ne sais pas à quelle déclaration vous faites allusion, mais s'il y a une ambiguïté, de ma part, en tous les cas, il n'y en a pas. C'est-à-dire, il n'y a pas d'ambiguïté. Poutine doit être combattu et nous devons ensemble le combattre. Et vraiment, il n'y a pas d'ambiguïté à avoir vis-à-vis du régime de Poutine. La crise en Ukraine, elle est à l'origine d'une crise de l'énergie sans précédent depuis 1973. Est-ce que vous faites partie de ceux, je sais quelle est votre réponse, mais je vous la pose, les experts qui disent que l'avenir passe plus que jamais par le nucléaire ? Non. Cela ne vous surprend pas, mais non. Non. Et pourquoi non ? Parce que le nucléaire, mais enfin, il y a plein de raisons, et vraiment, mais j'arrive même plus à résumer les raisons tellement il y en a, mais et surtout, je ne comprends même pas pourquoi on est à ce point-là fan de cette énergie, si ce n'est à imaginer que nous serions dans une espèce de puissance industrielle française dont on voit quand même les limites avec le PR de Flamanville qui n'est toujours pas en fonction. Ouais. Bref, mais il n'y a plus d'eau. Les centrales nucléaires demandent de l'eau. Il y a des déchets dont on ne sait plus quoi faire, qu'on imagine enterrés à Bure, alors même que ce sont des déchets qui sont radioactifs et dangereux pour la santé pour pas des centaines, des centaines de milliers d'années. Des centaines de milliers d'années. C'est une énergie qui... est incompatible avec une forme de sobriété, puisque à partir du moment où on a un réacteur, c'est une énergie qui est dangereuse, y compris en termes d'implication militaire qu'elle peut avoir. Quel est l'intérêt de faire ça ? Et surtout de ne jamais parler du mot sobriété. De pouvoir apporter de l'énergie, l'électricité aux Français. Voilà. Oui, mais on peut le faire de bien des manières différentes. Et en l'occurrence, il n'y a pas d'avenir énergétique sans sobriété. Où est-ce qu'il est, le grand plan de sobriété sans décroissance ? Parce que franchement, l'histoire du pull à col roulé de Bruno Le Maire, on s'en souvient. On s'en souvient. C'est-à-dire que la seule sobriété qui est appelée des vœux du gouvernement, c'est quand même de mettre un pull à col roulé. On mesure l'indigence de la position politique du gouvernement sur l'écologie. On en mesure un peu aussi le caractère dangereux de ce déni climatique et de ce climato-scepticisme. Parce que oui, je le dis aujourd'hui, le gouvernement dans son ensemble et climato-sceptique. Le fait de ne pas mesurer l'ampleur de la crise qui arrive aujourd'hui est une forme de climato-scepticisme. Et pourtant, au sein de la NUPES, vous n'êtes pas toutes sur cette même longueur d'onde. Pas tous, pardon, sur le nucléaire. Eh ben oui, il y a les communistes qui sont différents, mais c'est toute la. Et les socialistes aussi. C'est toute la richesse. Les socialistes ont quand même beaucoup bougé, mais c'est la richesse et la difficulté de la NUPES, c'est clair. Alors toujours sur l'énergie, comment il faut faire si on n'a pas de nucléaire, puisque vous en parliez à l'instant ? Il faut diminuer nos consommations énergétiques. Il n'y a pas d'avenir dans une augmentation continue des consommations énergétiques. Il faut développer les énergies renouvelables. Je rappelle que la France est le dernier investisseur en Europe sur les énergies renouvelables. Et puis, il faut investir massivement dans l'efficacité énergétique, ce qui est autre chose que la sobriété. La sobriété, c'est de diminuer nos consommations énergétiques. L'efficacité, c'est pour produire ce verre, par exemple,
que l'on ait moins besoin d'énergie. Aujourd'hui, il y a des processus industriels sur lesquels il faudrait mettre beaucoup d'argent pour en modifier le fonctionnement et faire en sorte qu'on soit vers de l'efficacité. Et oui, il n'y a pas de solution magique. Oui, il n'y a pas de solution idéale. Et non, le nucléaire n'est pas plus une solution magique que n'importe quelle autre mesure publique. Mais de toute façon, et je dis encore une fois, je ne sais plus comment le dire, ça demandera des efforts. Alors au passage, puisqu'on parle d'environnement, d'écologie, d'énergie, des progrès ont été réalisés dans l'élaboration d'un accord international sur la réduction des déchets plastiques à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur le plastique qui a eu lieu cette semaine à Paris. Vous dites progrès ou pas ? Mais il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de progrès. Non, non et non. On a 315 millions de tonnes de plastique qui sont émis par an. On a une quantité d'oiseaux marins hallucinante qui meurent pour avoir mangé du plastique, des tortues, des poissons, etc. On a un continent entier de plastique. Qu'est-ce qui s'est passé à cette conférence ? On a des microplastiques dans notre sang, dans nos cheveux, partout. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette conférence ? Eh bien, on s'est mis d'accord sur quelque chose de révolutionnaire qui consiste à écrire une feuille de route pour qu'en 2024, peut-être, on arrive à un accord. La Chine, les États-Unis, l'Arabie Saoudite ont tout fait pour que cet accord tombe, pour qu'il n'y ait rien qui ressorte de cette conférence internationale. Qu'est-ce qu'il fallait faire Mais à quel moment réagit-on ? On se dit intelligent. Nous, les humains, nous avons cet orgueil de penser que nous sommes intelligents. Là, nous faisons preuve de la plus grande bêtise possible, à savoir que nous mettons en danger les conditions de vie sur Terre. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron n'a pas tout fait ? Mais Emmanuel Macron, comme l'ensemble des pays qui participaient à cette convention internationale, en fait, force est de constater que nous préférons notre argent à notre planète. Aujourd'hui, ce choix que nous faisons collectivement est un choix dont on payera les conséquences et dont surtout nous aurons à rendre compte vis-à-vis de nos enfants. Permettez-moi de revenir un peu en arrière, quand on parlait de la séquence contestation de la réforme des retraites. Vous dites que la violence est inévitable. Est-ce que vous souhaitez que ça débouche sur de la violence ? Alors, je ne souhaite pas. J'ai toujours dit que je ne souhaitais pas la violence. Je vous dis juste que quand on est dans une violence sociale de cette ampleur-là, forcément, en face, il va y avoir de la violence. Ça me semble inéluctable. Après, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans les discussions des gens, donc je ne sais pas. Mais ça me semble inéluctable. Et ça veut dire que ça peut déboucher sur quoi ? Sur une révolution ? Révolution ? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal. Mais vous êtes Madame Sandrine Rousseau, donc oui, mais Madame Sandrine Rousseau, comme vous le dites, politique, hein, oui, eh bien, elle vous dit, on ne traite pas sans conséquence aussi mal les gens. Voilà. Dans un an, les européennes, Sandrine Rousseau, est-ce que vous êtes toujours favorable à une liste d'union de la NUPES ? À titre personnel, oui, j'y suis favorable. Après, je suis minoritaire dans mon parti, mais je pense que mon parti devrait davantage se questionner autour de cette question-là, et je pense même que nous devrions aller vers un vote. Pourquoi ? Parce que... Un vote au sein d'autres partis, pour ou contre la liste d'union ? Oui. Pourquoi ? Parce que la NUPES est une alliance qui a été faite à l'occasion à l'issue des présidentielles, à l'occasion des législatives. Et cette alliance est fragile, évidemment, puisque vous l'avez dit, nous avons des divergences sur tel ou tel point, et qu'évidemment, elle est constituée de partis qui veulent avant tout eux-mêmes exister à l'intérieur de cette alliance, ce qui est tout à fait légitime. Et par ailleurs, je le dis aussi... Notamment les Verts. Notamment les Verts, parce que la NUPES est issue des présidentielles où LFI était en force, et nous devons absolument rééquilibrer cette NUPES. Ça n'est pas possible que ça reste dans cet état de rapport de force. Bien. Mais une fois que l'on a posé cela... la NUPES aujourd'hui est la seule alternative au libéralisme et au fascisme. Et donc ça passe au fascisme. Au fascisme, tout à fait. Donc, nous devons incarner l'espoir. Nous devons nous projeter dans un récit, dans un programme, dans un projet de société. Ouais. Et en fait, ancrer la NUPES dans le paysage politique français et dans la tête des Français et Françaises comme une alternative non seulement possible, mais crédible pour atteindre le pouvoir, eh bien, ça nécessite que nous soyons solides d'élection en élection. Et que nous n'utilisions pas cette alliance uniquement à la faveur de ce qui opportunément nous est agréable ou favorable dans une élection. Les scores de LV ont toujours été
plutôt bon aux européennes. Tout à fait. Donc c'est ce qui c'est pour ça ce qui que, est à par l'origine ailleurs, de votre c'est stratégie. une occasion de rétablir un autre équilibre au sein de la NUPES. Donc il faut proposer cela, mais au sein de la NUPES. Et vous pensez que vous allez être entendu ou pas? Non. Je suis sûre que les militants et militantes écologistes souhaiteraient vraiment avoir un débat, parce que je pense que le fait de fermer tout débat, de refuser cette discussion, montre qu'elle n'est pas si partagée que cela. Et à la présidentielle aussi, candidat unique? Candidat d'union? Oui, alors évidemment en 2027, bon, je pense qu'il faudra qu'on tire quand même enfin les leçons de 2017, de 2022. Enfin, à un moment, on va quand même apprendre de cette affaire. Donc j'espère bien qu'en 2027, nous aurons un ou une candidate unique. Vous vous préparez d'ailleurs pour 2027 ou pas? Je me prépare à la bataille de jeudi, puis à celle de la semaine prochaine, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que là, quand on parle de 2027, de la candidature au présidentiel, on parle en fait un peu de projets qui sont des projets personnels. Dans la Ve République, il y a un homme ou une femme. Je pense que nous n'y arriverons que si nous sommes en équipe. Et que précisément, il nous faut réussir, et ça ne va pas être facile, à casser les codes de cette Ve République pour montrer qu'une coalition, qu'une union, qu'une alliance, qu'une dynamique commune comme la NUPES ne se range pas derrière un homme ou une femme, fût-il brillant et providentiel. Vous pensez à qui? Vous pensez à Mélenchon? Non, mais peu importe. Mais que par contre, nous arrivons en équipe, et donc nous arrivons en force. Un mot sur François Ruffin. Il considère que la GPA et le changement de genre ne sont pas des sujets, je le cite, à placer au cœur de notre projet au vu du climat des tensions et des fractures actuelles. Vous l'approuvez, ou est-ce que vous dites comme Sophia Chikirou que ces propos sont au mieux maladroits, au pire une faute politique? La GPA, vous y êtes favorable ou pas? Je pense que François Ruffin, en effet, n'a pas une histoire militante très forte sur ces sujets-là. Bien, il a dit qu'il reviendrait là-dessus et qu'il progresserait là-dessus. Dont acte. Combien? Mais ça fait aussi partie du fait de casser les codes de la Ve République. C'est de se dire que nous ne sommes pas tout puissants et omniscients. Voilà, moi je regrette ce qu'il a été dit. Ouais. Je regrette ce qu'il a dit, mais je pense que la réponse qu'il a faite est une réponse à la hauteur des responsabilités que nous avons tous et toutes dans ces sujets-là, c'est-à-dire de ne pas le traiter par-dessus la jambe. Et en l'occurrence, que ça soit sur les personnes trans, moi j'ai fait partie des équipes qui ont mis en place le changement de prénom dans l'université dans laquelle j'étais. Je peux vous dire que ça a sauvé des vies. Donc oui, maintenant il faut aller vers là. L'affaire Quatennens, c'est fini pour vous? J'ai regretté la manière dont ça avait été géré, je l'ai dit, y compris à votre antenne. Ouais. Oui, ça montre à quel point nous avons des progrès collectifs à faire sur la gestion. Ça dit quelque chose du fonctionnement de LFI? Oui, mais je vais vous dire, il n'y a aucun parti de gauche aujourd'hui qui peut se revendiquer d'être exemplaire sur la manière dont on gère le sexisme et les violences faites aux femmes. Donc là-dessus, je ne donne pas de leçons. Par contre, je dis juste qu'il va falloir qu'on progresse et qu'on s'appuie aussi sur les militantes et les militants qui ont un passé là-dessus et une compétence là-dessus. L'affaire Bayrou, c'est une affaire ou pas? Vous regrettez d'avoir dit ce que vous avez dit sur lui? Non, je ne le regrette pas. Ce que je regrette, c'est qu'on ne se soit jamais posé la question. Et vraiment, ça a été un déferlement d'accusations contre moi, mais qu'on ne se soit jamais posé la question de savoir comment doit-on se comporter à l'intérieur de collectifs militants et comment fait-on en sorte que les femmes ne souffrent pas de militer. Eh bien, c'est un sujet. Des attaques contre vous, vous en avez souvent. Éric Nolot vous attaque au bazooka dans un livre, La faute à Rousseau. Il vous cite dans le titre du livre. Et dans une interview cette semaine dans Valeurs Actuelles, il vous classe dans la case wokisme. Vous accuse surtout de faire preuve de carriérisme politique sans pitié en citant vos attaques contre Bayrou, Jadot ou Piolle. Et il dit que vous voulez criminaliser la sexualité et le désir masculin. Nolot, qui se réclame d'ailleurs de la gauche, et puis qui, il y a quelques années, 2014, a écrit un livre d'entretien avec Soral. Qu'est-ce qui vous inspire? Beaucoup de mépris, beaucoup de dégoût. Ouais. Et je rappelle que c'est quand même une personne qui a été capable de prononcer ce terme de show business, dans son livre, très long. Dialogue désaccordé avec Soral, et puis il l'a dit dans des vidéos. Il a accusé aussi Boris Cyrulnik de faire de la Shoah du show business. Voilà. Moi, je ne discute pas avec des gens qui sont capables de mettre des mots comme ça dans le débat politique. Et comment vous expliquez qu'ils puissent parler comme ça, tranquillement? Eh bien, ça dit à quel point nous avons lâché ce que j'appelle un arc républicain. Comment nous nous sommes éloignés de la rive républicaine. Parce qu'il est
qu'il ait autant d'audience, qu'il soit capable de me traiter de taliban, qu'il soit capable de dire des mots comme show business, ce qui en dit long sur l'antisémitisme qu'il y a derrière, et l'écrire, ce qui en dit long sur l'antisémitisme qu'il y a derrière, qu'on laisse tribune ouverte à des personnages comme ça, en dit long sur le fait que nous avons lâché la rive. Merci en tout cas Sandrine Rousseau d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.